Allez, bonjour à tous, bienvenue dans le rendez-vous politique de Télé Grenoble. On inaugure aujourd'hui une nouvelle version, le QG des maires. Tous les 2 mois environ, on aura le plaisir de recevoir sur ce plateau 3 maires de la métropole, des maires qui dirigent des petites communes en périphérie de l'agglomération. Ce sera l'occasion avec eux de découvrir leur territoire et puis leurs problématiques. Et pour démarrer ce nouveau format, on va partir sur les balcons sud de Chartreuse avec Dominique Escaron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire du Sapé en Chartreuse. À côté de vous, Sylvain Duloutre. Bonjour Sylvain. Bonjour à tous. Maire de Sarcenat. Et puis Pierre Faure. Bonjour. Bonjour à tous. Maire de Quai en Chartreuse. 3 communes voisines situées à une dizaine de kilomètres du cœur de l'agglomération grenobloise, mais qui offrent un environnement très différent de la ville. On va commencer avec un petit jeu, si vous voulez, pour voir si vous connaissez bien vos voisins. Dominique Escaron, comment appelle-t-on les habitants de Sarcenat? Les Sarcenais. Bonne réponse. Et combien d'habitants à Sarcenat? 251. Confirmé, Sylvain Duloutre? Non, 218 chiffres Bon. 2022. Bon, on est dans l'ordre de grandeur. Voilà. Mais bon, voilà, un demi-point, on va dire. J'en vois beaucoup, hein, c'est pour ça. Sylvain Duloutre, les habitants de Quai, comment on les appelle? Les Kellar, peut-être? Bonne réponse. Et combien d'habitants à Quai en Chartreuse? Aucune idée. 930, voilà, environ au dernier recensement. Pierre Faure, vous, les habitants du Sapé? Les Sapéards, Ouais, c'était facile. Et combien d'habitants au Sapé? 1130. Il a révisé les chiffres officiels. Hein. C'est la bonne réponse. Je crois que c'est le chiffre INSEE. Il faut dire que Pierre Faure, il est investi dans sa commune qui est voisine du Sapé depuis plus de 25 ans. Hein. Vous êtes maire depuis 2011, c'est ça? 2001? 2001, et j'ai effectivement fait un mandat d'adjoint avec l'ancien maire qui, lui, avait tenu le poste de maire un certain nombre de mandats. Et donc, j'ai été un de ses adjoints avant d'être maire. Bon, quand on est maire de Quai en Chartreuse, pardon, c'est pour un long bail alors? Bah, écoutez, si je suis là, c'est que les électeurs m'ont fait confiance. En tout cas, je ne les ai pas déçus. Il n'y a pas de lassitude au bout de 20 ans? C'est un mandat exigeant, mandat de maire? Je pense que ça sera le dernier. Voilà. J'en aurais fait 4. Et je pense que oui, c'est exigeant, de plus en plus exigeant. Et puis, je pense que c'est aussi très usant. Bon, vous êtes aujourd'hui à la retraite. Vous faisiez quoi avant, Pierre? J'étais employé... Vous avez déjà oublié? Ah ouais, c'est vrai qu'avec la retraite, on lâche vite. J'étais fonctionnaire territorial, voilà, je travaillais dans les bibliothèques. Bon, très bien. Un petit mot sur Quai en Chartreuse. Hein, c'est une commune qui est aux portes de Grenoble, je disais, mais qui est cachée notamment par la montagne du Néron, au-dessus de Saint-Égrève. Vous êtes dans un petit havre de paix, j'ai envie de dire. Oui, on est dans un écrin de verdure, hein, comme chaque fois on le dit, et on est très proche de la ville. Soit on descend en passant par le col de Crémancière et on met une dizaine de minutes pour arriver à l'esplanade, et de l'autre côté, c'est pareil, à peu près le même temps, pour arriver sur Saint-Égrève. Voilà. Et pourtant, on le voit sur ces images, hein, vous êtes vraiment en pleine montagne, en pleine nature, beaucoup de verre autour de Quai en Chartreuse. C'est un peu le même cas de figure, de toute façon, pour vos 2 autres communes, hein, le Sapé ou Sarcenat. Alors, si Pierre Faure est installé, on va dire, depuis pratiquement un quart de siècle dans sa commune, on voit sa mairie, là, d'ailleurs, avec le drapeau bleu-blanc-rouge. Sylvain Duloutre, vous, c'est un cas un peu différent, même très différent, car je crois que vous n'aviez pas prévu de devenir maire de Sarcenat en 2020, au moment des élections. Voilà, c'est ça. Alors, je suis installé à Sarcenat quand même depuis 20 ans, en tant qu'habitant. Par contre, c'est mon premier mandat électif en 2020. Je faisais partie d'un collectif d'habitants avant les élections qui a monté une liste. Et donc il y avait 2 listes qui se présentaient à Sarcenat. 2 listes, donc on peut noter 2 fois 11 égale 22 personnes qui se présentaient. Donc 10% de la population se présentait au suffrage des habitants. C'est quand même, je pense, un record. C'est comme s'il y avait 15 000 candidats à Grenoble. Hein. Voilà. Et donc le panachage de listes qui est possible dans les petites communes a fait qu'aucune des 2 têtes de liste des 2 listes n'a été élue. Et on peut barrer des noms, c'est ça? On peut barrer des noms, choisir, voilà, faire son marché. Et donc, voilà, il a fallu, donc après les élections, la liste dont j'en faisais partie avait la majorité des élus. Et donc, nous avons dû
pendant cette période de confinement pas facile, nous réorganiser, discuter entre eux pour trouver le ou la personne qui allait pouvoir être maire. Et voilà, nous avons fait une élection entre nous, un deuxième niveau d'élection. Non. Non, bon. Et voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai été élu. Vous regrettez, vous découvrez une fonction que vous n'aviez peut-être pas imaginée. Comment ça se passe ces 2 premières années? Je ne regrette absolument pas. Par contre, il y a eu une phase d'adaptation. Je pense que pour être maire, il y a quand même une démarche de maturation. Donc là, il a fallu accélérer les choses et se mettre dans le bain. Mais voilà, ça s'est très bien fait grâce à l'équipe que j'ai derrière, bien évidemment. D'autant que vous travaillez, vous allez continuer votre activité. Alors voilà, moi je travaille à temps plein, donc j'ai une formation de scientifique, d'ingénieur en informatique, et je travaille à mon domicile, à Sarcenat, depuis plusieurs années, en tant que chef de projet dans le domaine de la cybersécurité. Bon, on avait des images de quai en Chartreuse, on va voir quelques images de Sarcenat, ça se ressemble beaucoup. Votre univers, vos paysages, on voit l'agglomération là-bas au fond, au pied du Vercors, mais ça reste des villages très ruraux. Hein. Oui. Donc nous, l'agglomération, on ne la voit pas forcément. Il y a quelques arbres ou quelques haies qui nous cachent. On la sent. Mais on la sent, ne serait-ce que lors de la nuit. L'empreinte lumineuse de la métro monte dans notre ciel également. Voilà pour le petit clin d'œil à Sarcenat, à l'aiguille, la Pinéa, pardon, qu'on voyait là, qui est au-dessus du village. L'aiguille de quai, c'est pour qui en Chartreuse, comme son nom l'indique. Dominique Escaron, vous êtes à la tête du SAPE depuis 2014, hein, c'est votre 2e mandat. Vous êtes également président du parc régional de Chartreuse depuis 2016. Et je crois que vous étiez chef d'entreprise, vous, avant de vous lancer en politique. Voilà. Vous êtes toujours Je suis toujours. Toujours, vous arrivez à mener de front les 2 carrières. Le SAPE, finalement, c'est la grande ville par rapport à Sarcenat qui se trouve à côté. Voilà, c'est 5 fois plus d'habitants. 5 fois plus d'habitants, c'est commerce. C'est peut-être la plus connue aussi des 3, parce qu'on y passe plus fréquemment quand on vient en Chartreuse, au pied de Chamchaude. Puis c'est station de ski, tout le monde, les Grenoblois ont appris le ski au SAPE en Chartreuse. On fait du ski de fond, du ski alpin, on se promène, il y a des restaurants. Voilà, c'est beaucoup plus touristique, beaucoup plus attractif pour nos visiteurs finalement. La place du village qui a été refaite il n'y a pas très longtemps, je crois. Hein. Oh, ça fait déjà... Si on compte en nombre de mandats, ça fait 3-4 mandats. Ah ouais, je la voyais plus récente. Elle a bien vieilli, donc merci pour c'était du bon Roger boulot. Caracache, qui avait son équipe qui avait fait ça à l'époque. Ouais. C'était du temps de la... Pierre était déjà là, puisque ça a été fait du temps de la communauté de communes des Balkans Sud de Chartreuse. Bon, Dominique, vous êtes plutôt, on va dire, à droite politiquement, Sylvain Duluth plutôt à gauche, Pierre Faure, j'ai envie de dire, entre les deux. C'est ça. C'est important, une couleur, une étiquette politique quand on gère une petite commune où finalement les habitants, c'est pas ce qu'ils demandent à leurs élus, Sylvain? Je pense que c'est pas ce qu'ils demandent à leurs élus. Nous, quand on s'est présenté, on n'avait pas d'étiquette politique, même si on a des sensibilités. Voilà, non, je pense. En tout cas, ça rentre pas dans les préoccupations quotidiennes des gens. En tout cas, les préoccupations qui nous remontent. On est vraiment en direct, en prise directe, avec des préoccupations beaucoup plus locales. Et les discussions politiciennes, on les rencontre plus dans d'autres cercles, par exemple lors des conseils métropolitains. Ah oui, parce que vous siégez tous les 3 à la métropole. Non, pas moi. Pas vous. Voilà. Il y a un représentant de qui en Chartreuse? C'est mon premier adjoint qui représente la commune dans la métropole et du coup, et qui a même une vice-présidence. Ouais. Alors oui, moi j'ai jamais été encarté, je suis plutôt centriste, mais le fait d'avoir un peu de place à la métropole, je suis devenu de droite. Hein. mais il y a plus de place là qu'à gauche. Voilà, donc c'est comme ça, que les choses se font. Moi, je ne suis pas encarté chez les Républicains ou ailleurs. Hein, mais vous voyez comment les choses se font. C'est vrai que dans nos villages, on a des lumières de tout ça. Je serais incapable de vous dire dans mon conseil municipal ce que les gens votent. Ouais. Voilà. Et probablement que beaucoup de gens... quand j'ai été élu, ne pouvaient pas le savoir. C'est devenu... on est obligé d'afficher politiquement les choses quand on est dans une métropole super politisée. Parce que là, il n'y a plus d'espace pour l'innocence, j'ai envie de dire. Et oui, vous aviez été candidat d'ailleurs, Dominique, à la présidence de la métropole. Hein, et bien justement, pour en faire un objet moins politisé. Ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché parce que des forces politiques puissantes
il existe, oui. Il y a eu un gros combat à gauche pour cette présidence entre Christophe Ferrari Voilà. et Yann Mongaburu pour les écologistes. Bon, on va pas revenir sur cet épisode politique d'il y a 2 ans. On en parle régulièrement dans cette émission parce qu'il y a toujours des impacts à la métropole de cette guerre que s'étaient livrées les forces de gauche à l'époque. À vous trois, vous représentez, j'ai fait les calculs, 0,5% de la population métropolitaine, 2500 habitants sur les 450 000, mais vos communes sont fréquentées par beaucoup d'habitants, d'urbains, tout au long de l'année. Il y a un site, vous l'avez évoqué, qui symbolise cette fréquentation. Parfois, la limite des capacités d'accueil, c'est le col de Porte, au-dessus de vos communes. D'ailleurs, c'est Sarcenat et le Sapé, le col de Porte. À qui ça appartient, Sylvain ? Alors, le col de Porte, c'est principalement sur la commune de Sarcenat. Il y a un bout sur la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse, hors de la métro. Par contre, après, il faut voir si on parle du site du col de Porte ou, on va dire, si on considère les activités nordiques ou autres qui rayonnent tout autour. Qui rayonnent un petit peu autour, notamment sur le territoire de. Oui, le gros des pistes de ski de fond est sur le Sapé en Chartreuse. Et vous avez la rive droite du col quand on monte depuis Grenoble. Par exemple, la frontière entre Sarcenat, Saint-Pierre-de-Chartreuse et le Sapé, c'est le sommet de Chamchaude. Donc les 3 villages ont un petit bout du sommet. Donc ce qui veut dire que les communes montent jusque là-haut. Donc après, c'est un peu complexe de répartir. Mais bon, voilà, on partage cet espace. On voit d'ailleurs des images du domaine nordique, au pied de Chamchaude. C'est un site qui aujourd'hui est géré par la métropole, Sylvain. Alors la métropole a des compétences étendues sur le site du col de Porte. La métro gère pratiquement toutes les activités touristiques, d'aménagement, etc., à l'exception du ski alpin. Donc la métro gère en régie les activités nordiques qui précédemment étaient gérées par un syndicat intercommunal. Là, le ski alpin, c'est une structure privée aujourd'hui qui a repris la station de... Voilà, la commune a délégué l'exploitation des activités de ski alpin à un opérateur privé. Ça a l'air plutôt bien marché, Dominique, depuis quelques années, le col de Porte. Il y a souvent du monde. Alors, c'est un site qui a beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup de neige, toujours. On entend plein de choses là-dessus. C'est vrai que le niveau de neige a baissé globalement, mais sur le col de Porte, on tourne entre 4 et 5 mois chaque année. Donc ça vaut quand même le coup d'y investir, d'y travailler. C'est un site, les gens ne se rendent pas toujours compte, mais certaines journées, c'est 35 moniteurs de ski qui travaillent. C'est des loueurs, c'est des restaurateurs, enfin, c'est toute une économie, les pisteurs, les perchistes, les dameurs. Enfin, ça fait vraiment un impact économique significatif. On a évoqué l'ancien Sivom qui gérait ça, donc c'était Sarcenat, Saint-Pierre-de-Chartreuse et puis le Sapé en Chartreuse qui gérait ce site. On a pris la décision de le transférer à la métropole parce que finalement on est bien dans les objectifs de la métropole, c'est-à-dire du développement économique, des investissements et finalement un site qui dépasse les capacités de nos petites communes. Sarcenat a 200 et quelques habitants, gérer des investissements dans des dameuses qui peuvent valoir 1,5 million d'euros, ça devient compliqué, quoi. Tout cet ensemble-là nous a motivés pour transférer à la métropole. On a fait la première année, ça s'est globalement pas trop mal passé. Donc on a l'espoir que la gestion continue comme ça et puis qu'on arrive surtout à investir pour garantir l'avenir sur ce site particulièrement intéressant et attractif. Oui, on l'a vu pour le ski alpin, c'est plutôt des débutants. Il y a de nombreux Grenoblois qui ont appris à skier sur les pistes du col de Porte. Pour le nordique, il y a tous les niveaux. Il y a même des champions. Il y avait cet hiver les Jeux Olympiques et il y a 3 habitués du col de Porte, on les voit là, qui ont concouru aux Jeux Olympiques. Alors pour des pays différents, il y a Jules Lapierre pour la France, il y a James Clunier, je crois, qui habite dans le secteur, mais qui courait pour... l'Angleterre, et puis un pisteur du col de Porte qui, lui, était engagé pour l'équipe du Maroc. C'est bien, Sylvain, d'avoir des champions sur son territoire. Tout à fait, et on a la chance d'avoir des associations vraiment motrices qui promeuvent les activités nordiques, le ski de fond, le biathlon, etc. Et donc avoir des moteurs comme ça, je pense que c'est toujours motivant, notamment pour les jeunes générations. Dominique l'évoquait, on fait du ski alpin aussi au Sapé, en dessous. Sapé en Chartreuse, le col de Porte, c'est à peu plus de 1300 mètres d'altitude. Le Sapé, c'est à 900. Votre station... Non, c'est 1000. 1000. Ah, voilà. L'église est un petit peu au-dessus de 1000. Et ça va jusqu'à 1300 pour les crêtes au-dessus du Centenaire. C'est une station qui fonctionne économiquement. Comment vous gérez un
tas de neige, il y a quelques téléskis. C'est une régie dans une municipale, commune. donc c'est géré par l'équipe municipale en direct. Donc on emploie quelques personnes quand ça peut ouvrir, et c'est quelque chose qui fonctionne toujours. Pour nous, c'est une station patrimoniale, c'est-à-dire c'est notre histoire, c'est l'histoire de tous ceux qui ont appris le ski. Donc on fait ça avec plaisir. Alors effectivement, on n'arrive pas à gagner de l'argent avec ça, on n'est pas capable d'investir pour transformer cette station, et puis on n'a pas ce rêve de mettre des canons à neige, de rentrer dans des investissements. Après, c'est vrai que c'est pas, il n'y a rien de gratuit. Un terrain de foot, c'est pas gratuit. Une piscine, c'est pas gratuit. Il y en a qui le savent ici. Voilà, nous, ça nous coûte facilement 40 000 € par an, une station comme ça. Mais ça fait partie d'un service presque public que vous proposez à oui, vos puis habitants. c'est nos tripes, quoi. C'est notre patrimoine. C'est là où on a appris. C'est là où on se fait plaisir. Bon, donc voilà, aujourd'hui. Puis, vous voyez, c'est ce qui fait la différence entre aussi les gens. Ils réalisent pas toujours ça, mais on le voit avec les collègues. Nous, on a plein de restaurants, on a des commerces, parce que c'est dans une attractivité générale. Qu'est-ce qui fait la différence entre Quai et le Sapé? Finalement, on est à peu près à la même distance de Grenoble. On a des hameaux, c'est agricole, il y a de la forêt. Enfin, c'est très proche, mais derrière cette attractivité touristique, elle apporte le supplément finalement de visiteurs qui permettent de faire fonctionner des restaurants. Qui dit restaurant, dit aussi des gens qui vont sur nos marchés plus facilement. C'est toute une mécanique qui se met en place. C'est ça qui est intéressant. Pierre, d'ailleurs, vous le revendiquez, vous, ce côté moins touristique de Quai en Chartreuse. Hein, c'est pas un problème pour la commune. Alors effectivement, on n'est pas sur l'axe de Chartreuse, on est un petit peu excentré. Et du coup, voilà, ça se ressent. Il n'y a pas au niveau touristique, eh ben, voilà, il n'y a pas eu de développement. Il n'y a pas eu de développement non plus au niveau de tout ce qui est commerce, restauration. Voilà. Ça n'empêche pas qu'il y ait des attraits sur votre territoire, hein, VTT, le trail, la randonnée, le cyclotourisme aussi, comme la route qui mène à Quai et pas celle du Sapé, elle est moins fréquentée. Il y a quelques images du mois de mai où il y avait les échappées iséroises organisées sur la route entre Quai en Chartreuse et Sarcenat. Vous notez cette regain de fréquentation, notamment estivale, de vos secteurs, Pierre? Oui, il suffit dès le printemps de rouler un petit peu sur nos routes et de croiser un nombre impressionnant de vélos. Voilà. Certains ont même pris l'habitude de descendre au travail le matin et remonter, donc voilà, faire les trajets en vélo aujourd'hui. Après, sur l'aspect plutôt sportif, il ne faut pas oublier que sur Quai, il y a 2 espaces de canyoning. On l'avait évoqué, hein, donc du coup, un espace plutôt professionnel qui est classé au niveau européen. Voilà. Et puis après, il y a aussi un espace pour débuter, voilà, apprendre le canyoning. Bon, sans se jeter à l'eau dans les torrents de Chartreuse, on peut faire ça aux portes de Grenoble. Sylvain, vous évoquiez le confinement dans le cadre de l'élection en 2020, ce confinement qui a un peu changé, bouleversé même, j'ai envie de dire, la donne dans pas mal de domaines. Est-ce que sur la fréquentation de la montagne, fréquentation touristique, il y a eu un avant et un après crise sanitaire ? Alors, il y a déjà eu ce boom de fréquentation, je pense qu'on a découvert avec stupeur au printemps 2020. Je ne me souviens plus la date exacte, mais au moment où on a eu le droit on a ouvert les frontières et on avait le droit de sortir jusqu'à 10 km ou 12 km de notre domicile. Nous avons découvert vraiment une fréquentation mais monstrueuse et énorme qui pendant plusieurs week-ends. Alors, bien évidemment, donc les gens avaient vraiment besoin de prendre l'air et de se changer les idées. Donc on est revenu à des chiffres beaucoup plus normaux. Néanmoins, on a quand même, à Sarcenat, et je pense chez mes voisins, moi je note une recrudescence de la fréquentation en termes de randonnée, en termes de vélo, de plein de choses. Donc nous sommes très, très heureux d'accueillir ces nouveaux visiteurs, mais il faut aussi gérer cette surfréquentation, parce que ça peut créer des impacts, notamment à la fois sur les espaces naturels, sur les espaces plus gérés, comme les prés de fauche, etc. On ne peut pas se permettre d'avoir des randonneurs qui traversent des prairies ou qui traversent de manière un petit peu anarchique, qui impactent les élevages, etc. Donc ça, c'est un point. Et puis on a aussi vu un changement avec une nouvelle attractivité ou un certain nombre d'urbains qui cherchent à s'installer dans nos communes.
donc avec des conséquences indirectes de pression sur le foncier. Puis aussi peut-être des nouvelles exigences, des nouveaux venus en termes d'infrastructures de communication. Beaucoup essayent de travailler à leur domicile, travailler sur place. Ça passe aussi par des infrastructures de communication performantes. Donc aujourd'hui, on a la fibre qui passe sous nos routes. Par contre, on ne voit pas beaucoup de branchement final à destination des habitants. Voilà, c'est ça. Et on attend impatiemment. Nous, c'est arrivé. Ça arrive doucement, voilà, c'est ça. Le déploiement arrive. Voilà. Nous, c'est arrivé au SAP. Vous faites la même analyse, Pierre, vous l'avez vu changer votre population qui est en Chartreuse depuis un quart de siècle Oui, effectivement, on a une très forte demande, ce qui fait que la rareté fait que les prix augmentent beaucoup ces derniers temps. Et puis après, sur tous les espaces aujourd'hui qui sont des pratiques sportives, de randonnée et autres, il y a les points de départ. Et les points de départ, ce sont des parkings. Et aujourd'hui, on constate que même la semaine, il y a certains parkings qui sont pleins. Voilà. Donc l'afflux est très important le week-end, ce qui a créé, à la sortie des différents confinements, des réels problèmes, que ce soit au col de Vence, que ce soit nous à la Frette, que ce soit au centre-bourg de Quai, où il y a des départs de randonnée. Et puis bien sûr, ça a été évoqué au col de Porte. Finalement, vous avez les mêmes problèmes de surfréquentation, de déplacement, de voitures à gérer dans les massifs comme celui de la Chartreuse qu'en bas en ville, Dominique Escaron? C'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire, ce qui a été redit par les collègues, c'est que ce qu'on enregistre par exemple au parc, c'est qu'on a entre 30 et 50% de visiteurs en plus suivant les endroits. Ce qui est depuis 2 ans Oui, voilà. Si on se compare aux chiffres de 2019 avant confinement, on a eu vraiment une augmentation significative. Cette augmentation significative, effectivement, elle pose des problèmes de transport parce que ça fait beaucoup de voitures au même endroit, dans des endroits un peu recherchés. Donc ça, c'est vraiment un axe pour nous de réflexion, d'amélioration, parce que le but, c'est pas de faire des parkings de supermarchés avec des pique-niques géants, comme ça a été dit, dans les foins, quoi. Enfin, c'est pas ça dans l'assiette des vaches, hein, c'est pas l'idée. Hein. Donc, nous, on essaye de rendre intelligent la visite en proposant des tas de choses autour de nos musées, autour de nos circuits courts, de nos marchés, de toute opportunité qu'on peut développer pour mettre plus d'intelligence, plus de plaisir, plus de partage dans le tourisme. C'est ça qu'on essaye de faire à l'échelle du parc, quoi, et donc de tous nos villages. Ça, c'est vraiment un gros mouvement. Après, ce qui est dit aussi, c'est que on a cette partie-là, et puis on a aussi beaucoup plus de voitures pour des transferts intervallés. C'est-à-dire qu'on subit, entre guillemets, les bouchons du bas. Quelqu'un qui habite Saint-Égrève, qui travaille à Montbonneau, cherchez pas par chez vous. Il va visiter quel village. Hein. Voilà, c'est imparable. Et le nombre de voitures aujourd'hui atteint des sommets qu'on n'a jamais imaginé pouvoir recevoir sur nos toutes petites routes de montagne, avec des conflits d'usage avec les vélos notamment, parce qu'il y a maintenant des vélos toute la semaine. Et toute la semaine, on a aussi ces personnes qui veulent rejoindre au mieux en évitant les bouchons du bas, parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Donc nous, on se retrouve confrontés à tout ça. Hein. Ouais, parce que quand on est à Grenoble, ou en tout cas dans en bas, dans l'agglomération, il y a des lignes de tram, il y a des bus, on peut aussi se déplacer à pied ou en vélo. Ce n'est pas les moyens de transport les plus efficaces. Vous allez m'arrêter si je me trompe, mais dans votre territoire, je n'ai pas vu de ligne de tram qui montait jusqu'au Sapé, par exemple. Ouais, vous savez, il y en a eu jusqu'à il y avait des tramways de Villard-de-Lans à l'époque, hein, donc ça a été fait et démonté. Hein, donc voilà, nous on a quand même des lignes de bus. Enfin, le SMAG organise les transports quand même. Donc nous sur le Sapé jusqu'à Sarcenat, ça a nettement progressé, comme faut appeler un chat ces dernières années, en fréquence, avec des renforcements les jours un petit peu. Où il y a de l'attractivité parce qu'il y a de la neige, du soleil par exemple, donc ça fonctionne mieux, il y a beaucoup plus de fréquentation, on a des bus pleins, voire 2 bus pleins à la suite, ce qui n'arrivait pas moi je me souviens, il y a 10 ans, il y avait 3 personnes dans le bus. Et là, on est avec des bus significativement remplis. Donc les choses évoluent dans l'usage et puis dans l'offre aussi, elles ont évolué positivement. Il y a d'autres solutions pour faciliter ces transports, Sylvain? Vous télétravaillez, mais je pense qu'une grande partie des habitants de Sarcenat viennent à Grenoble ou dans l'agglomération pour travailler chaque jour. Le véhicule personnel reste quand même le moyen de déplacement le plus commun. Il y a un petit peu de covoiturage.
qui essaye de développer. Bon, le vélo reste quand même réservé à une élite, au moins. Surtout pour revenir. À la limite, voilà, pour y aller, la descente ne pose pas de problème en général. Le retour après une journée de travail est un petit peu challenging. Voilà. Partir tôt du boulot. Voilà. Donc je voudrais revenir sur l'offre de transport. Donc c'est vraiment important, l'offre de transport en commun, notamment les bus, comme Dominique a mentionné. Donc l'accent est mis notamment sur une opération de renforcement de l'offre, à la fois l'hiver, pendant les vacances pour desservir le col de Porte et les installations nordiques, et également l'été avec une opération qui s'appelle Destination Fraîcheur, qui va... Je ne sais pas si elle a commencé ou elle va commencer prochainement, qui permet, à partir du centre de Grenoble, vraiment de desservir les communes du Sapet et de Sarcenat. Donc ça, bien évidemment, ça s'adresse plus à un public de visiteurs qui viennent passer la journée. Donc c'est aussi important dans cette offre du SMAC de considérer également les besoins des habitants, à la fois pour des besoins plus scolaires, transport scolaire et déplacements professionnels. On imagine bien que les besoins en termes d'horaire ou de desserte sont pas tout à fait les mêmes. Nos visiteurs vont plus venir le week-end, alors que pendant la semaine, on va plus avoir des besoins qui doivent être adaptés aux habitants locaux. Donc toujours arriver à trouver cet équilibre entre nos visiteurs et puis nos habitants. Voilà. On parle beaucoup depuis quelques années pour les déplacements du câble, transport par câble. Il y a un projet à Grenoble, mais alors plutôt en bas, dans la plaine. Mais il y a eu des projets vers les massifs, le Vercors ou Beldon notamment. Pierre Force, aurait du sens un transport par câble pour desservir vos communes, pour les rendre plus attractives? Alors après, je se pose la question de la fréquence. De ces transports, et puis après du nombre d'utilisateurs. Moi, je voudrais revenir sur ce qui existe déjà. Donc aujourd'hui, sur quai, il y a des transports réguliers vers la vallée, donc qui transportent les lycéens. Donc toute personne peut monter, moyennant le tarif habituel d'indiquer descendre sur la vallée, travailler. C'est le même prix que si on prend le bus dans Grenoble. Ce qui a été développé, c'est le Flexo, donc c'est le transport à la demande. Il suffit, donc il y a différentes applications, un numéro de téléphone, il suffit de téléphoner 2 heures avant, de se présenter à un arrêt de car et de dire que voilà, on est à tel endroit et du coup le Flexo... C'est l'utilisateur qui commande l'horaire. Oui, et le Flexo vient récupérer là où les personnes, et du coup le transport se fait soit par un car, soit par un véhicule plus petit, suivant le nombre de demandeurs. Voilà, c'est ce qui existe aujourd'hui. On travaille donc avec le vice-président à la métropole qui s'occupe des routes, mais aussi le président du SMAG, sur un parking relais plutôt basé à Clémencière, où là on a la jonction de plusieurs routes et voilà, étudier dans un deuxième temps donc des transports en commun plus réguliers qui descendraient sur la vallée. On voit qu'il y a des choses qui se développent. Le transport, ça génère, en tout cas dans l'agglomération de Grenoble, beaucoup de pollution. Ce n'est pas un secret pour les gens qui habitent la cuvette. Est-ce que vos territoires sont exempts de ce problème, Dominique ? On a la même problématique. Moi, j'ai des habitants qui se rappellent le Sapet quand ils étaient petits et où il n'y avait pas de voitures dans les rues. Aujourd'hui, dans nos rues, il y a des voitures garées de partout. Parce que la moindre maison, c'est quasiment 3 voitures. Aujourd'hui, on en est là. C'est quand même un mode de transport incontournable. On parlait du câble il y a 2 minutes. Le câble, vous voyez, si on devait l'installer à quai, il faut juste me dire le hameau où est l'arrêt. Parce qu'il y a tellement de hameaux à quai, mais c'est pareil au Sapet. Ça veut dire que déjà, il faut prendre une voiture pour aller de la Frette jusqu'au départ, je ne sais pas à quel autre hameau. Ça n'a plus de sens, parce qu'avec sa voiture, on est quasiment arrivé en bas, avec l'attente de la cabine. Tout ça, c'est quand même des logiques imparables aujourd'hui. Alors effectivement, il y a le vélo, il y a le bus, il y a les voitures, il y a plein de solutions. Le câble, pour nous, aujourd'hui, ça ne paraît pas bien crédible. Vous avez vu les débats déjà entre Saint-Martin-le-Vinou et Fontaine, où déjà tout le monde se demande si ça a du sens.
Je crois qu'il y avait une réunion publique hier à Sassenage où on voit bien que c'est... Les élus ne sont pas convaincus. Non, parce autant que vous voyez, quand on discute d'un hôpital vers Innovallée, de Centralpe vers je ne sais où, des problématiques le long des bouchons, ça paraît crédible. Quand on commence à se dire on veut aller d'un hameau de Quai à un hameau de Proveysieux et à je ne sais pas où, au Fontanil ou à Saint-Égrève, là on ne comprend plus. Enfin, des gens peuvent en parler, c'est des idées toujours plaisantes, mais quand on regarde l'addition et le coût de ce type de transport, il faut arrêter de rêver, tout simplement. Il faut revenir les pieds sur terre. Je pense que nous, dans Sud-Chartreuse, on est suffisamment terriens. Vous voyez, on pourrait tous être là, vous dire oui, on en veut un, mais je crois qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est même pas l'ordre du jour de nos rêves, vous voyez. Alors par contre, un câble qui commence à venir un peu à l'ordre du jour, ça reste encore un projet, mais ce serait un transport qui permettrait d'emmener les personnes du col de Porte jusqu'au Charmençon, où aujourd'hui on peut accéder tout l'été en voiture. J'imagine que certaines belles journées d'été, le parking du Charmençon peut ressembler à des parkings urbains, avec tous les problèmes que ça va, parce que la route est quand même étroite. Ça, c'est un projet qui a du sens, Sylvain, de couper par exemple la route pour les voitures au Charmençon et d'emmener les promeneurs par un télésiège, par exemple. Ce qui a du sens, en tout cas, c'est s'interroger sur comment mieux gérer la fréquentation et la fréquentation automobile en direction du Charmençon. Donc il y a différentes options qui sont à l'étude. Dans le cadre, je pense que le parc est partie prenante dans ces études-là. Donc ça pourrait passer par des restrictions d'accès, ça pourrait passer par des navettes, il y a un certain nombre de solutions. Avait été évoqué aussi donc ça, je pense que Dominique, tu peux en parler si tu le souhaites. La réutilisation éventuelle d'un équipement. Il y a un vieux télésiège. En fait, il y a un télésiège qui arrive sur les crêtes. Donc la problématique est réelle. Donc après, il y a différentes options qui méritent d'être étudiées. En fait, les plus anciens dont je fais partie ont utilisé le télésiège du on a skié, c'était c'était excellent. Qui est toujours là, mais qui est abandonné depuis une bonne vingtaine d'années. Ouais. Oh, peut-être 15 ans. 15 ans. Moi, peu importe. Enfin, quand on était petit, on skiait là-bas, ouais. Mais c'est vrai que c'est un ouvrage qui existe. Alors bon, il faut peut-être entièrement le refaire, mais il y a une base comme idée. De toute façon, aujourd'hui, il y a un coût de démolition quelque part ou un coût de remise en état. Bon. Et puis, quand vous voyez, tout le monde nous parle du tourisme 4 saisons. Ça serait quelque part une possibilité d'avoir du ski alpin, de renforcer l'offre sur le col de Porte, qui est aujourd'hui une offre strictement réservée aux débutants. On n'a plus d'offres un peu de ski élevé, puisque ça tourne quasiment plus sur Chamchaude. Donc du coup, ça c'est intéressant pour la saison hiver, mais comme ça a été expliqué, c'est peut-être le moyen de libérer tout cet espace montagnard des voitures, d'arrêter d'avoir un immense parking là-haut qui est quand même assez impressionnant dans une zone Natura 2000 qui n'est pas esthétique et qui en plus, les jours où c'est vraiment où il y a du monde, ça marche plus. C'est-à-dire que les gens n'arrivent plus à tourner, ça devient l'enfer. Y compris pour ceux qui travaillent là-haut, à l'auberge ou à la fabrication du fromage, parce que c'est le dernier alpage où on fait le fromage de l'Isère, là-haut. C'est-à-dire on est sur le... Non mais c'est un truc, on fait plus gaffe à ça, mais le jour où on le ferme, celui-là, parce qu'il n'y a plus de clients, par exemple, l'Isère n'aura plus d'alpage qui fait son fromage. Ça fait réfléchir à l'époque où on se parle de circuits courts, de ci, de ça, de manger naturel, etc. etc. Moi, je suis motivé pour que ça vive là-haut, hein, franchement. Ça c'est le genre de projets qui peuvent voir le jour uniquement avec le soutien de la métropole. Tous ces projets de déplacement pour des communes comme les vôtres, une métropole comme Grenoble, c'est un atout. C'est ce que je disais tout à l'heure. Sur des projets de cette ampleur-là, c'est pas nos petites communes qui arrivent tout juste à boucler les fins de mois qui allons nous lancer dans des opérations comme ça. Donc là, on a besoin de ce type de structure. C'est même, si j'ose dire, un de ces grands buts. En dehors de l'aspect d'être efficace sur ses compétences propres, mais sur le reste, sur les investissements, sur donner de l'avenir à notre territoire, il faut qu'il soit au rendez-vous à ces moments-là. Faire partie d'une grande métropole, quand on est un petit village de montagne, Pierrefort, il y a des avantages, on le voit, sur les déplacements, gestion des déchets, j'imagine aussi. Est-ce qu'il y a des contraintes, des inconvénients également ? Des inconvénients forcément, hein. On a l'hiver, alors même s'ils sont
de plus en plus doux. On a quand même des contraintes et on a un certain nombre de personnes qui se sont installées, qui n'ont pas réussi à s'adapter, à conduire en période hivernale. Voilà. Après, sur les aspects que vous venez qu'on vient de discuter et dont mes collègues sont intervenus, sur l'environnement, sur les déplacements, là, il y a un travail qui est fait déjà sur un site, c'est le site du Rachet avec la métropole, l'ensemble des associations. Voilà, donc sur aussi flécher des parcours pour qu'il y ait cette préservation de cette faune, de cette flore. Voilà. Et sur la lourdeur administrative que peut représenter une métropole de 450 000 habitants, quand vous êtes à la manœuvre d'un village de 200, j'imagine que vous décidez des choses de façon peut-être plus pragmatique, Sylvain, qu'une grosse collectivité. Plus pragmatique, je ne sais pas, plus rapidement, probablement. T'es gentil, toi. Non, voilà. En tout cas, voilà, donc, c'est sûr que certaines compétences transférées à la métro, comme par exemple la voirie, la gestion de l'eau, déchargent les petites communes qui n'ont pas les capacités à la fois techniques, financières, pour offrir un service de qualité à nos administrés. Après, il y a d'autres compétences que l'on doit forcément garder. À titre d'exemple, à Sarcenat, le déneigement de la voirie municipale, c'est une compétence que nous avons vraiment voulu garder. Ça ne fait pas de sens. Là, ça serait vraiment un manque de pragmatisme. Faire monter les chasse-neige de faire monter les chasse-neige avec un manque de réactivité, etc. On a la chance à Sarcenat d'avoir encore de la neige, pas uniquement au col de Port l'hiver, mais aussi au niveau du village. Et donc, être capable de déneiger la voirie de manière efficace et très rapidement, de manière agile, c'est fondamental pour la population. Donc, c'est pas quelque chose qu'on souhaiterait déléguer à une structure trop lourde. Après, il y a deux choses, je pense, qu'il faut avoir en tête par rapport à la métropole, en tout cas telle qu'elle est actuellement, qui pose quand même question. La première, c'est il y a beaucoup d'habitants, notamment de Grenoble, des grandes villes style Échirolles, Saint-Martin-d'Air, plus de 30 000 habitants, qui avaient l'habitude, je vais dire un truc un peu méchant, mais d'un contact service public qui était déjà éloigné. C'est-à-dire, quand vous habitez Grenoble, vous aviez un problème de facture d'eau, c'était pas simple de trouver qui allait résoudre le problème, qui venait voir, à qui on écrit, comment on explique son souci. Nous, dans nos petites communes, l'habitant, il croise à l'épicerie, au marché, le gars du service technique, l'élu, enfin tout ça était complètement ouvert, fluide. Et nous, sur ce type de compétences, les gens, ils ont vraiment l'impression de buter chez Kafka, quoi, voilà. Alors que les autres étaient habitués. Donc nous, alors soit ils vont s'habituer, soit il faudra que la métropole s'adapte un petit peu à ce changement fondamental pour nos habitants qui ne comprennent pas du tout pourquoi il faut faire X formulaire, réclamer 10 fois, attendre des mois pour faire une bricole qui avant était fait dans l'après-midi, quoi. Deuxième souci que je vois qui commence à être significatif pour nos petites communes, c'est, vous savez, la partie financière. Quand on transfère des compétences comme l'eau, les voiries, etc., on transfère les budgets qui vont avec. Alors les emprunts, les investissements, enfin, les personnels, etc. Et nous, nos communes, petit à petit, elles se retrouvent à l'os. C'est-à-dire, on n'a plus de budget à part pour l'école. Plus passer d'un poste à l'autre. Oui, c'est-à-dire l'année où le toit de l'école il fuit, peut-être qu'on n'aurait pas refait un truc sur le circuit d'eau. Bon, c'était comme ça attendait un peu, et puis on faisait le toit de l'école. Maintenant, on n'a plus le budget de l'eau. Le toit de l'école, il fuit toujours, quoi. Donc, où c'est qu'on trouve les moyens de ces urgences, de tout ça. Et ça devient les limites pour nos petites communes d'arriver à financer et à tenir l'exigence minimum qui nous est imposée, hein. Ça, c'est un vrai sujet, quoi. Il y a peut-être une solution, ça aussi, c'est comme les transports par câble, ça commence à voir le jour dans certains territoires, c'est la fusion de communes. C'est le cas en Chartreuse avec les Petites Roches, il y a quelques années, ou à Créan-Beldonne. Est-ce que vos 3 communes, vous avez déjà imaginé ce que pourrait donner une commune unique entre vous 3, Sylvain Duloutre ? Pas à ma connaissance. Voilà. Donc, je pense qu'il faut examiner quels seraient les objectifs à une telle fusion. L'État poussait à un moment les collectivités à aller dans cette direction. L'État poussait principalement pour des considérations uniquement financières, fusionner des communes, fusionner des budgets, etc. Je pense que l'approche uniquement comptable ne fonctionne pas. Je pense qu'il faut qu'il y ait un projet politique derrière, un projet partagé entre les différentes communes,
pour espérer commencer à discuter de ces problématiques-là. En tout cas, ça ne doit pas, de mon point de vue, rester uniquement une problématique budgétaire, financière, etc. Pierre, c'est une piste à explorer? Moi, je dirais que quand il y a deux communes qui... Je vous pousse pas au mariage, je vous pose la question. Non, mais quand il y a deux communes qui sont à proximité et géographiquement qui ne sont pas séparées par des montagnes, je pense qu'elles ont tout intérêt à se rapprocher, voire à partager financièrement le coût des équipements. Aujourd'hui, je vois mal quand même les enfants de quai venir jusqu'au Sapet, à la crèche du Sapet. Voilà, je pense qu'il y a cette distance aussi à prendre en compte. Mais en tout cas, je vois sur les... Et puis, c'est des choses qu'on nous rapporte, c'est que deux communes qui partagent des infrastructures et des équipements ensemble, forcément, il arrive un moment, ça fait des économies. Et aujourd'hui, c'est quand même, pour nos collectivités, c'est ce qu'on recherche. Il y a une pénurie de services publics dans des petites communes comme les vôtres, où vous arrivez à redévelopper les choses. Dominique Escaron parlait des commerces au Sapet. C'est vrai qu'il y a une vie de village qui, vue de Grenoble, on va dire, quand on passe au Sapet, a l'air d'avoir redémarré ces dernières années. Nous, on est dans une bonne dynamique. Aujourd'hui, on a 2 marchés par semaine, on a une épicerie qui marche très bien, on a des commerces de toute nature qui essayent d'ouvrir, on a plus de demandes d'ouverture que de locaux qui peuvent les accueillir. C'est l'inverse à Grenoble. Voilà. Mais bon, après, c'est ce que j'explique de temps en temps. Le Sapet en Chartreuse, c'était 300 habitants dans les années 70. Les choses finalement évoluent assez rapidement. Vous avez fait x4. Oui, voilà. Donc il y a eu quand même vraiment un changement de population, un changement d'habitude, etc. Mais en 1970, il y avait une boucherie, une boulangerie, une épicerie. Il y avait déjà presque plus de commerce qu'on en a aujourd'hui. Et parce que les gens consommaient local, parce qu'on était plus dans ces logiques-là. Donc on est en train d'y revenir petit à petit. C'est pour ça qu'on a créé ces marchés pour essayer de réhabituer les gens finalement à acheter en local, de favoriser les commerces locaux. Tout ça est en train de prendre, mais comme partout, et petit à petit, on avance dans cette direction. Voilà. Et les habitants, mon cher voisin Sarcenay, ces habitants, je les vois beaucoup sur la commune du village, parce qu'ils y jouent au tennis, ils viennent à l'école, parce qu'on a un syndicat commun, on partage l'école déjà. Mais quand on dit qu'on partage l'école, alors maintenant Sarcenat paye tous les frais liés à la scolarité de leurs enfants, mais le bâtiment, il reste sapéyard. Il a été payé par les sapéyards. Donc, il y a aussi, vous voyez, des problématiques d'équilibre financier de tout ça. Voilà, parce que effectivement, ils jouent de la musique au Sapé. Alors nous, maintenant, on essaye intelligemment d'aller utiliser des locaux qui sont à Sarcenat. Enfin bon, on essaye de trouver des équilibres. Bon, peut-être que ça se fera un jour, une fusion, parce que ça a peut-être du sens. Parce que nous, on est quand même très proches, quoi. Voilà. Un jour, peut-être, ça se fera. C'est toujours un sujet sensible. Mais c'est toujours sensible. Les guerres de clochers datent depuis des siècles et des siècles. Avec Quai, non, parce que comme l'a dit Pierre, on est beaucoup trop loin. Oui, il y a la montagne. On n'est pas sur le même versant. Nous, on est sur le versant clairement Coran, etc. Quai, il est sur le versant Saint-Égrève, voilà. Vous n'êtes même pas dans la même circonscription électorale pour les législatives. Même pas. Tout nous sépare. C'est l'actualité du moment. Après, je voudrais juste rebondir. D'un point de vue purement administratif, nous sommes dans le canton de Quai pour des raisons historiques. Donc on voit aussi que les limites administratives peuvent ne pas forcément suivre les relations naturelles, les flux naturels entre les habitants et les villages. Ceux qui tiennent les ciseaux à Paris ne sont pas toujours au fait Ça date de la Révolution. Donc, bon française. La vie de village, alors on a vu au Sapé les commerces, etc., qui permettent de dynamiser le village. Il n'y a pas de commerce à Sarcenat. Vous avez quand même à créer du lien entre les habitants. Donc il n'y a pas de commerce dans le centre-village. Par contre, on a recréé nous aussi un marché qu'on appelait un mini-marché qui est périodiquement sur le centre-village et qui marche bien et qui correspond aussi à un besoin. Enfin, il y a une appétence des habitants pour retrouver un contact avec des vendeurs locaux. C'est aussi un moyen de créer du lien social. Donc ça a été mis en place. On a commencé ça pendant les périodes de confinement, mais donc ça fonctionne très bien. Donc c'est aussi un petit peu la même tendance. Après, c'est vrai que au niveau commerce, l'activité économique, elle est principalement au col de Porte avec des activités
de bars, hôtels, restaurants qui ciblent plus un public de visiteurs, de touristes. Ouais. Je crois qu'il y a un marché aussi à Quai en Chartreuse. Alors, effectivement, du coup, tous les dimanches matins, on a un marché, voilà, qu'on a mis en place il y a quelques années. Après, par rapport à... Il y a des groupements d'achat aussi, hein, donc on a l'association Croquet qui fait des groupements d'achat avec des produits bio, des genres de paniers. On a un agriculteur qui est en vente directe, hein, donc de la viande, là, donc du coup voilà. Nous, de notre côté, on travaille avec la métropole sur le développement ou la redynamisation de notre centre-bourg avec l'installation d'un commerce, alors bar, restaurant, multiservice, voilà. Donc reste à définir quelles seront ces activités, mais en tout cas, on est en réflexion avec la métropole puisque c'est eux qui pilotent le développement économique sur notre territoire. Il y a des projets, ça c'est intéressant. On parlait des circuits courts. On cultive aujourd'hui les toits de Grenoble pour peut-être un jour nourrir toute la population urbaine. J'imagine que chez vous, Dominique Escaron, il y a une agriculture, on va dire, plus traditionnelle qui est encore dynamique, active. Surtout de nos balcons sud, là on a des agriculteurs, encore des élevages. On a au Sapé, vous pouvez acheter du lait de vache brut à l'épicerie, du fromage fabriqué localement, affiné dans la cure. On les voit, les vaches du Sapé, là, elles sont belles. Voilà, exactement. Ça, elles vous font du bon lait, celles-là. Voilà. et non, mais tout ça est en train de se traduire, voilà, par des produits qui sont, c'est l'herbe des pistes, mangée par les vaches, fait au Sapé, vendu à l'épicerie du Sapé, mangé par un sapéiard. Là, on a fait pas faire plus court. Voilà, on est bon là, quoi. et en plus, c'est accessible à nos visiteurs, c'est-à-dire ce qui était dit tout à l'heure. On est sur la route principale d'accès à Chartreuse, donc. Quelqu'un qui remonte chez lui à Saint-Pierre ou à Saint-Hugues de Chartreuse ou qui va dans les Entremonts, il peut s'arrêter à notre marché, à notre épicerie. Tout ça contribue au volume et à l'efficacité de tout ça. Ça, c'est important pour nous. Et c'est vrai qu'après, la vraie difficulté, c'est pour nos agriculteurs qui ont des métiers difficiles, qui sont toujours dans des situations un petit peu complexes par rapport à l'accès aux prairies, au respect, comme on le disait en début d'émission, de leur outil de production, hein, parce qu'un pré, c'est l'assiette d'une vache, hein, donc quand c'est piétiné, quand des gens ils font pique-nique dedans, font des feux, on sort complètement de choses qui sont agréables pour les agriculteurs. Donc nous, on essaye de les aider. C'est vrai que on nourrit, entre guillemets, s'il y a de l'argent à mettre dans l'agriculture, il ne faut pas la mettre sur les toits d'immeubles, hein, je le dis clairement. Il faut la mettre sur les professionnels qui essayent vraiment de produire et de valoriser nos territoires, nos paysages, et qui peuvent alimenter sérieusement une population. Moi, j'ai une maraîchère au Sapé, elle a 6000 m² à peu près de terrain. On s'aperçoit qu'on ne nourrit pas tant de monde que ça avec 6000 m². Et que c'est un travail à une ou deux personnes qui est dur, c'est pas juste on regarde les trucs pousser, quoi. Donc il y a des logiques comme ça agricoles à respecter, des fondamentaux. C'est une culture au sens d'un savoir-faire qui est très important et qu'il faut aider, qu'il faut mobiliser si on veut atteindre des objectifs de bonne nourriture, de circuits courts, alimenter nos cantines, etc., etc. Il ne faut jamais, quel que soit de toute façon le domaine d'activité, il ne faut jamais oublier les fondamentaux, dans le sport comme dans d'autres dans d'autres secteurs. Merci en tout cas pour cette présentation, à la terme de cette émission, de cette présentation des balcons sud de Chartreuse, qu'on connaît mieux maintenant, dans leur complexité aussi, leur rapport avec la métropole. J'espère que l'expérience vous a satisfait, messieurs les maires. Je suis repartant pour une autre session, sur une autre thématique peut-être. Écoutez, on se rend compte que le temps passe vite et on aurait aimé peut-être, je sais pas, évoquer l'aspect dynamisme de nos territoires avec l'implication importante de nos associations. Voilà, mais ça sera certainement d'autres sujets à aborder ultérieurement. Voilà. Et voilà, il se passe beaucoup de choses à Quai en Chartreuse, même s'il y a moins de 1000 habitants. Merci en tout cas d'avoir participé à ce premier QG des maires que vous pouvez voir en replay comme toutes nos émissions sur télégrenoble.net. Je vous souhaite un bon retour dans vos belles montagnes. Merci. Merci à vous. Merci.